T'es sûrement déjà tombé sur des vidéos qui montrent les coulisses d'un tournage de film et tu t'es dit « Ok, je pensais pas que c'était fait comme ça ». Parce que quand tu regardes un film, en général, tu vas soit te demander comment est-ce qu'ils ont fait ce plan de fou, ou des fois pas du tout, alors qu'en vrai, c'est un plan qui a demandé une technicité de malade mental. Et c'est ça que j'aime avec cet art, c'est que c'est un peu comme un tour de magie. Tu sais jamais vraiment à quelle sauce t'es en train d'être mangé. Et justement, grâce à des making-of, on peut avoir des éléments de réponse sur l'aspect technique de certaines réalisations qui parfois même viennent rajouter encore plus de magie à tout ça. Et c'est vrai que cette année, on m'a beaucoup demandé de filmer des coulisses de tournage et je me suis rendu compte du coup qu'il y avait énormément de productions qui négligeaient cet aspect-là. Et si tu es une agence de production, tu es sûrement dans ce cas de figure, soit car tu n'y vois pas forcément d'intérêt, soit car tu sais pas non plus comment t'y prendre. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'aide mes clients pour filmer les coulisses de leurs projets, parce que ça paraît simple, mais tu verras qu'il y a quand même des codes si on veut vraiment bien le faire. Mais avant ça, faut d'abord qu'on comprenne l'intérêt de filmer des coulisses, même quand on filme pas forcément le prochain Spider-Man. Il y a quelques mois, j'ai été mis en contact avec l'équipe de jeux vidéo Talon eSport qui souhaitait filmer des coulisses d'un de leurs plus gros projets. Et la particularité de cette équipe, c'est que depuis 2019, elle est partenaire d'un tout petit club de foot français dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. Et donc le but de ce projet, c'était de mettre en avant cette collaboration en filmant un teaser directement dans le Parc des Princes. Rien que ça. Et donc mon rôle à moi, c'était de filmer toute la journée les backstage de ce tournage et de mettre à la fois en avant le lieu, l'équipe et la production pour que Talon eSport puisse derrière avoir un deuxième contenu pour communiquer autour de cette collaboration en plus de la bande-annonce. Et ça, à l'ère de TikTok et Instagram Reels, c'est des contenus qui sont très intéressants pour aller chercher une nouvelle audience qui sont toujours curieux de savoir à quoi ressemble une journée type de tournage par exemple. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir garder des archives de ces projets, surtout quand tu es réalisateur, rien que pour garder des souvenirs ou une trace des projets que tu as réalisés. Et si tu es une agence de prod, un making-of, ça te permet aussi de montrer les humains que tu emploies, leur rôle, leur expertise, leur fiabilité. Et ça, associé aux productions que les nouveaux clients avec qui tu vas travailler vont pouvoir voir sur ton site, c'est un argument de vente hyper puissant parce que ça te permet aussi de dire « voici qui on est, voici comment on a fait ça, voici les problèmes qu'on a résolus ». Et là, le client, il se dit direct « ok, ces gens-là, ils connaissent leur karaté, ils ont l'air bon délire, j'ai envie de travailler avec eux et je peux leur faire confiance ». Et ça, l'agence qui a réalisé la bande-annonce pour PSG Talon l'a très bien compris parce qu'ils ont eux aussi fait leur propre making-of. Et je pense vraiment que c'est un contenu qui va avoir un enjeu très important pour les agences auprès des marques. Mais ça, je reviendrai dessus en fin de vidéo. Mais alors comment est-ce qu'on fait un bon making-of? D'abord, on va parler pré-production. Parce que même si c'est essentiellement un tournage run and gun, c'est-à-dire où on va capturer l'instant sur le moment, on peut quand même savoir des choses à l'avance pour pouvoir se préparer. Ma méthode à moi, c'est que généralement, je commence toujours par un call en amont du projet avec mon client. Ça paraît une évidence, mais c'est extrêmement important parce que ça va me permettre de lui poser toutes les questions dont j'ai besoin pour comprendre comment est-ce que la journée de tournage va se dérouler, quelles sont ses attentes envers moi et envers le résultat de la vidéo qu'il attend. Pour ce projet, je savais que j'allais uniquement devoir filmer puisque le client souhaitait faire le montage lui-même en interne une fois que je lui aurais envoyé les rushs. Et je savais aussi qu'il souhaitait le publier sur YouTube, donc que j'allais forcément filmer au format horizontal, ce qui était vraiment une régalade pour moi. À l'ère du vertical, c'est juste fantastique d'entendre ça. Une fois que le call était terminé, j'ai élaboré un mood board et une liste de plans. Franchement, c'est quelque chose que je recommande de faire parce que ça te permet de garder toi dans un coin de ta tête des idées de plans que tu vas pouvoir faire et donc de t'enlever un peu un stress de ok, il faudra que j'improvise tel plan, tel plan. Ça te permet d'avoir des idées vraiment fixes sur le moment que tu peux utiliser. Tu vas peut-être utiliser peut-être 30% de cette liste de plans, peut-être plus, peut-être moins, mais au moins elle sera là et elle t'enlèvera ce stress. Et c'est aussi quelque chose qui est très bénéfique auprès de ton client parce que ça lui permet de se projeter sur ta vision, de se rassurer et aussi comprendre un peu ton implication vis-à-vis du projet. Personnellement, j'utilise Milanote pour faire le mood board et Frameset pour aller chercher des idées de plans. Je sais qu'il y a aussi Generic qui est un nouvel outil qui fait à peu près les deux dans le même service. Je sais pas encore ce que ça vaut, mais je vais sûrement faire une vidéo pour donner mon avis dessus sur mon Instagram, donc n'hésite pas à aller me follow là-bas si ça t'intéresse. Pour faire ma liste de plans, en général, je me base sur deux choses. La première, c'est les lieux de tournage et les décors qui vont être utilisés. Là, je savais qu'en amont, mon client avait fait les repérages sur les différents lieux qui allaient être utilisés. Je savais qu'on allait filmer
dans les vestiaires des joueurs avec tous les maillots et que ça allait être important d'avoir des plans de ce type-là. Je savais qu'il allait avoir un plan qui allait être dans la salle des trophées, dans le stade en extérieur de nuit et donc on allait avoir les lumières du stade et que ça allait être intéressant d'avoir des plans à ce moment-là et je savais qu'il allait aussi avoir des plans des tribunes qui pouvaient être intéressants à aller chercher. La deuxième chose sur laquelle on peut se baser, c'est le plan de tournage. Le plan de tournage, c'est un document qui est généralement transmis par la production qui permet de coordonner tout le monde sur l'ordre dans lequel les plans vont être rentrés dans la journée et l'heure approximative à laquelle ils vont être filmés. Bon, généralement, c'est jamais très précis parce qu'il y a souvent du délai sur les tournages, il y a très rarement de l'avance, mais ça te permet d'avoir une idée globale de à quel moment est-ce que tu peux te préparer à rentrer tel ou tel plan et à quel moment est-ce qu'il y a tel plan qui peut être un peu technique à aller chercher, qui peut être intéressant à filmer. Et c'est tous ces éléments-là qui font la différence le jour du tournage, une fois que tu t'es préparé en amont. Ensuite, il nous faut un truc qui filme. Ça, c'est le matériel que j'emmène avec moi en général. Et ça, c'est le matériel dont tu as vraiment besoin pour filmer des coulisses de tournage. Quand je veux vraiment pas me prendre la tête, je prends juste une caméra, un objectif zoom qui va de 24 à 70 mm et un micro d'ambiance. On peut aussi prendre des poignées si on a envie d'être stable, mais ça, c'est vraiment que du confort. Personnellement, j'adore, mais je le recommande pas forcément. Ensuite, tout dépend si tu as des besoins spécifiques par rapport à ton client, si tu as besoin de prendre un petit micro-cravate pour faire des interviews, ou si tu veux te faire un petit kiff sur certains plans et prendre un Ronin, ça, c'est que du bonus. Si t'as rien de tout ça, tu t'en doutes, tu peux aussi juste utiliser ton iPhone ou n'importe quel téléphone tant que ça filme. Mais bon, j'ai pas envie d'être ce relou qui te dit qu'en vrai, le matériel, c'est pas si important que ça, quand derrière, j'ai investi des milliers d'euros dans du matériel moi-même. Bref, la seule règle d'or que tu as besoin de retenir, c'est la même que pour une randonnée dans le Périgord. On reste léger, même si des fois, vaut mieux être trop prévoyant que pas assez. Ce qui nous amène directement au dernier point, comment bien filmer des coulisses sur un tournage. Pour ça, j'ai 3 règles. La première, sois discret et ne gêne pas. Déjà, ça va te permettre de capturer des moments plus spontanés et plus sincères si les gens ne voient pas ta caméra, parce que tu connais, des fois il y en a qui vont pas être à l'aise, voire des fois il y en a qui vont être un peu trop à l'aise face à une caméra. Mais surtout, c'est comme quand tu manœuvres en voiture. T'es pas prioritaire, donc laisse d'abord passer les autres. Parce que parfois certains lieux de tournage peuvent être très étroits et d'autant plus pour toute une équipe technique, donc idéalement, ne bloque pas le passage juste pour faire ton plan. Ensuite, ça reste une préférence personnelle, mais je pense que c'est quand même un point important. Mais évite de solliciter les techniciens sur le tournage, sauf s'ils te le proposent directement et qu'ils sont assez à l'aise avec ça. Et même entre les prises, n'oublie pas que leur temps est précieux et que leur priorité, ça reste quand même le tournage et qu'ils sont là pour travailler. Donc essaye de capturer plutôt des discussions ou des interactions spontanées. Observe et anticipe. Même entre les prises et surtout entre les prises, sois toujours attentif à ce qui se passe. Personnellement, j'essaye d'éviter au maximum d'être sur mon téléphone parce que je veux toujours être prêt à pouvoir dégainer au cas où il y a un moment de vie à aller chercher, comme le réalisateur qui pitch un acteur, une interaction entre 2 techniciens ou je sais pas, un imprévu à résoudre. C'est ces moments-là qui sont spontanés et qui sont hyper importants à aller chercher parce qu'ils vont rendre le making-of humain. Et enfin, la dernière, mais peut-être la plus importante, deviens une ombre. Oublie pas que t'es pas là pour briller et aller chercher le plan le plus beau possible, t'es là pour documenter. Alors l'un n'empêche pas nécessairement l'autre, mais ton objectif principal, c'est de montrer ce qui se passe derrière les caméras, même quand elles sont éteintes, et pas devant. C'est la définition même d'être en coulisses finalement. Donc essaye de trouver des angles différents que la caméra principale ne filmera pas, en te référant bien sûr toujours à la règle numéro 1. Et surtout, oublie pas de profiter de l'éclairage professionnel que vont t'offrir les tournages. Maintenant que tu sais tout ça, tu as tous les fondamentaux pour faire un bon making-of de ton tournage, mais il te reste un petit secret qui est pas si secret que ça si tu veux vraiment faire un très bon making-of. Et ce secret, c'est que tu ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Surtout si tu es réalisateur et que tu penses que tu vas pouvoir faire des petits plans entre les prises, bah tu peux, hein, mais le problème c'est que ton attention va être divisée et que ça risque de à la fois réduire la qualité de ta réalisation, mais surtout de te faire un making-of qui est pas si terrible que ça, tu vois. Donc pour moi, si tu veux tirer pleinement parti du format making-of, ça passe obligatoirement par la délégation, parce que non seulement ça va te permettre d'avoir un stress en moins le jour du tournage, mais surtout ça va te permettre d'avoir quelqu'un qui vient s'approprier ton projet et t'apporter une vision complètement extérieure. Vraiment, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui ne font que ça sur les tournages. Donc vraiment, pense-y. Et voilà, avec tout ça, tu as toutes les clés en main pour tirer pleinement parti du potentiel de ton tournage en termes de contenu de communication. Parce qu'à une époque où l'IA prend de plus en plus de poids dans la balance, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va avoir d'autant plus son importance à jouer pour se démarquer. D'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, j'en ai sorti une autre sur mon Instagram qui parle d'à quoi ressemblera l'audiovisuel du futur. J'ai vraiment essayé de pousser l'aspect scénaristique tout en apportant une réflexion un peu philosophique. C'était énormément de taf, mais franchement, c'était très marrant à faire. Et je pense qu'elle peut te plaire. N'hésite pas à aller faire un tour. N'hésite pas à me follow aussi parce que je risque d'être beaucoup plus actif qu'ici dans les prochains mois à venir. Merci beaucoup et bisous.